Tunasugiti, bonjour. Je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Aujourd'hui est la journée des vétérans autochtones qui rend hommage au service des soldats Premières Nations Métis et Inuits qui ont combattu au sein de l'armée canadienne. Les soldats autochtones ont combattu aux côtés de leurs homologues allochtones dans les forces armées canadiennes dès la guerre de 1812. Au cours du 20e siècle, plus de 12 000 soldats autochtones ont participé à des conflits majeurs. Au 21e siècle, les soldats autochtones ont également participé à la guerre d'Afghanistan. Voici quelques images et sons de la cérémonie de ce matin à Ottawa. Tôt lundi matin à Salouit, un policier du Nunavik a fait feu vers deux frères et tué l'un d'entre eux. Savannah Gregg présente l'histoire. Nous tenons à avertir les téléspectateurs que cette vidéo contient des images susceptibles de choquer. Une vidéo diffusée sur les médias sociaux semble montrer une confrontation entre la police et Joshua et Garnet Papagotuk, où deux coups de feu sont entendus. Un policier du Nunavik aurait fait feu vers les jumeaux tôt lundi matin à Salouit. Joshua a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté. Garnet a été évacué vers l'hôpital de Montréal dans un état critique. Son état est maintenant stable. Le Bureau des enquêtes indépendants, organisme de surveillance provincial, a envoyé 5 enquêteurs dans le Nord pour analyser la fusillade. Dans un communiqué publié mardi, le BEI a déclaré que un appel aurait été effectué au 911 pour une personne qui aurait tenté de conduire avec les facultés affaiblies. Un duo de policiers serait arrivé sur les lieux quelques minutes plus tard. Il y aurait eu une altercation physique entre les policiers et deux personnes. Le BEI affirme que les agents du SPN auraient utilisé des armes à choc électrique et du gaz poivré pour maîtriser les jumeaux, sans succès. À ce moment-là, un officier aurait ouvert le feu sur l'un des jumeaux, puis aurait continué à tirer sur l'autre, qui a également été blessé. Joshua Papagotuk est le 10e autochtone à mourir au Canada lors d'une interaction avec la police depuis la fin du mois d'août. Le Nunavik a un passé controversé en matière de recours à la force par la police. Entre juillet 2016 et septembre 2018, les services de police de Nunavik ont enregistré le taux le plus élevé des décès de civils au Québec. Selon le Bureau des enquêtes indépendantes, le SPN est à l'origine de plus de 4 % de tous les incidents incluant des décès ou blessures graves. La population du Nunavik représente 0,2 % de la population du Québec. Depuis 2016, le service de police du Nunavik a eu environ 26 fois plus d'altercations impliquant des décès ou des blessures graves que le service de police de Montréal. Des manifestations ont eu lieu dans un certain nombre de communautés de Nunavik, notamment à Salouit, Kuujjuaq et Qatak, en réaction à la fusillade. La frustration et le deuil sont ressentis par de nombreuses personnes à l'intérieur et à l'extérieur de Salouit. Nouvelle nationale d'APTN a demandé à la police de Nunavik ce qu'il allait arriver à l'officier impliqué dans la fusillade. La police n'a pas répondu à notre demande dans le délai imparti. Peter Atami, président de Makivik, qui représente les Inuits du Québec dans les relations avec le Québec et le Canada, a déclaré dans un communiqué que « Cette tragédie nous rappelle douloureusement que les services de police au Nunavik ont besoin d'une réforme importante pour véritablement servir et protéger notre population. » Atami a ajouté que les méthodes de désescalade non létales doivent devenir une pratique courante. Un reportage de Savannah Gregg, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Les habitants de la Première Nation Anishinabek de Kitigan-Zibi se sont réveillés samedi à la nouvelle choquante que l'ancien chef de la communauté, Dylan White Duck, avait été poignardé pendant la nuit dans la communauté voisine de Maniwaki. White Duck a été transporté à l'hôpital avec des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. 2 personnes ont été arrêtées pour l'agression au couteau et ont été relâchées plus tard dans la matinée. La Sûreté du Québec n'a pas précisé si des poursuites avaient été engagées ou si une caution avait été fixée. Dylan White Duck a été élu chef pour la première fois en 2020, puis réélu en 2022. Il ne s'est pas présenté aux élections de la communauté cette année et Jean-Guy White Duck, sans lien de parenté, est devenu le nouveau chef de la communauté. Avocat, juge, commissaire pour la vérité et la réconciliation et sénateur Anishinaabe, l'honorable Murray Sinclair est décédé à l'âge de 73 ans. Il avait passé le mois dernier à l'hôpital. Pour en savoir plus sur sa vie, voici un reportage de Tia Wheatley. Le juge Murray Sinclair était surtout connu pour avoir dirigé la commission Vérité et Réconciliation. Au cours des 6 dernières années de la commission, Sinclair a parcouru le pays
écoutant les témoignages des survivants du système des pensionnats indiens. Ce travail a abouti en 2015 à un rapport final contenant 94 appels à l'action. What the government of Canada did was cultural genocide. Membre de la Première Nation Peguis, Murray Sinclair est né en 1951 et est devenu chef de 4e degré de la société Midewin. Son nom d'esprit Anishinaabe, Mijeuné Giijik, signifie « celui qui parle d'images dans le ciel ». Il est décédé à l'hôpital tôt lundi, entouré de sa famille. Dans les heures qui ont suivi, les drapeaux ont été mis en berne devant le Parlement du Manitoba et un tipi a été monté pour un feu sacré. Le premier ministre Wab Kinew a participé aux préparatifs. I just hope that everybody takes a moment to remember this great, amazing person who's one of the true greats of our time from any walk of life, and he did something remarkable with his life. He had so many firsts that he accomplished. La carrière de Sinclair s'étend sur 45 ans, depuis sa sortie de l'école de droit en 1979. En 1988, il est devenu le premier juge autochtone du Manitoba et a été nommé juge en chef adjoint de la Cour provinciale du Manitoba. La même année, il est nommé coprésident de la commission d'enquête sur l'administration de la justice et les Autochtones, chargée d'examiner les tensions raciales croissantes entre les Autochtones et les Allochtones du Manitoba. Les dernières années de la carrière de Sinclair ont été marquées par la présidence de la Commission Vérité et Réconciliation qu'il a rejoint en 2009. Il est resté à ce poste jusqu'à la fin de la CVR en 2015. Sinclair s'est officiellement retiré de la magistrature en janvier 2016. 3 mois plus tard, il a été nommé au Sénat par le premier ministre Justin Trudeau. En tant que sénateur, en novembre 2018, Sinclair a rédigé 45 recommandations pour lutter contre le racisme systémique au sein de la Commission des services policiers de Thunder Bay. En 2020, il s'est exprimé sur les médias sociaux pour dénoncer l'affirmation de la commissaire de la GRC de l'époque, Brenda Luckie, selon laquelle il n'y avait pas de racisme systémique au sein de la Gendarmerie royale du Canada. Sinclair se retire du Sénat en janvier 2021. Il a toutefois continué à s'impliquer dans les mouvements de défense des droits des populations autochtones. Sinclair a supervisé les négociations sur l'indemnisation des enfants et des familles des Premières Nations enchevêtrées dans le système de protection de l'enfance et a critiqué la doctrine de la découverte de l'Église catholique à la suite des excuses du pape Francis pour le rôle de l'Église dans les pensionnats indiens. Le grand chef des Kootenay Okimakanak du Manitoba, Garrison City, estime que la perte de Sinclair, à l'instar de son héritage, a une grande portée. It's a great loss because we've had a statesman that represented Canada, but also a warrior that represented our causes, and he's been there for our people for so long, and it's hard to imagine a Canada without Murray Sinclair. Tout au long de sa carrière, Sinclair a reçu des dizaines de distinctions, dont 14 doctorats honorifiques décernés par des universités canadiennes, l'Ordre du Manitoba et l'Ordre du Canada. Le feu sacré est resté allumé pendant 4 jours au Parlement du Manitoba en l'honneur du décès de Sinclair. Un reportage de T.R. Wheatley, Nouvelle nationale d'ABTN, Winnipeg. Un grand homme. Merci, Thierry. Après cette courte pause, le rapport final de l'interlocuteur spécial sur les enfants disparus et les tombes anonymes et ses appels à l'action. Soyez là. Re-bienvenue. Après 2 ans de travail et d'innombrables entretiens avec les communautés autochtones, Kimberly Murray, interlocutrice spéciale pour les enfants disparus, les tombes anonymes et les lieux de sépulture, a publié son rapport final la semaine dernière. Fraser Needham raconte cette histoire. Le rapport final de Murray contient un total de 42 obligations pour les gouvernements et les institutions, telles que l'Église catholique et la GRC. Mais l'interlocuteur spécial affirme que l'obligation la plus importante concerne les survivants des pensionnats eux-mêmes. The greatest and most important obligation that we all have is to the survivors. They must be honored and acknowledged for their courage, determination, and advocacy to raise public awareness about the truths of unmarked burials of children. Survivors have shared these truths for decades, but their testimonies have been dismissed or ignored. Certaines de ces obligations clés appellent le gouvernement fédéral à créer une commission nationale d'enquête sur les enfants disparus et les sépultures anonymes dirigée par des Autochtones,
fournir un financement suffisant et flexible à long terme pour les recherches, lutter contre le négationnisme des pensionnats indiens et réécrire l'histoire du Canada. Murray affirme que la disparition d'enfants autochtones dans les pensionnats n'est pas le fruit d'une erreur. Elle souligne qu'il s'agit du résultat de ce qu'elle appelle une politique canadienne de disparition forcée. These children did not just vanish. They were not disappeared by accident. The forced removal and transfer of Indigenous children was Canadian law and Canadian policy. Those in charge of these institutions knew that the children's chances of surviving were low. They exposed the children to diseases that killed them, refused to provide them with enough food, and permitted non-consensual human experimentation to be conducted on them. Le ministre de la Justice, Arif Virani, était également présent lors de la publication du rapport à Gatineau au Québec. Il a déclaré que le gouvernement fédéral allait maintenant examiner attentivement ses obligations. While today's gathering marks a closure in some ways, it is by no means an ending. It is a milestone, instead, in our ongoing efforts to address the intergenerational trauma of residential schools. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelle nationale d'OPTN, Ottawa. La députée du MPD, Léa Gazan, a fait équipe avec l'interlocutrice spéciale Kimberly Murray la semaine dernière pour aborder la question du négationnisme des pensionnats indiens. Les deux étaient présentes à une conférence de presse à Ottawa où Gazan faisait promotion de son projet de loi d'initiative parlementaire C-413. S'il est adopté, ce projet de loi modifiera le Code pénal afin d'ériger en infraction l'incitation à la haine contre les peuples autochtones en niant publiquement l'histoire du génocide des pensionnats indiens. Murray était également présent pour lui apporter soutien quelques jours après la présentation de son rapport final sur les enfants disparus et les tombes anonymes. Murray est également perturbé par l'émergence de Canadiens qui prétendent que ces torts historiques n'ont jamais eu lieu. They are inciting hate towards them by claiming that there are no missing and disappeared children and no unmarked or mass graves in this country. These attacks are an attack on the memory of the lost ones, are hateful, and a continuation of the genocidal process against Indigenous people. Denial of the truth about the harms of Indian residential schools has a profound impact on survivors, their families, and communities. Les gouvernements fédéral et québécois ne sont toujours pas parvenus à un accord concernant la protection du caribou des bois dans le nord du Québec. Lors d'une conférence de presse à Montréal la semaine dernière, les nouvelles d'APTN ont demandé au ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, de faire le point sur la question. Le caribou est une espèce menacée protégée par le gouvernement fédéral au Canada, mais au Québec, il n'est pas protégé par le gouvernement provincial. Ottawa a déclaré qu'elle interviendrait si le Québec ne présentait pas un plan officiel de protection des caribous. Le ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charette, a averti le gouvernement fédéral de ne pas intervenir, soulignant que la protection du caribou pourrait menacer la survie économique des régions du Québec qui dépendent de la sylviculture. There needs to be an agreement on caribou, and if there isn't, obviously we will move forward with an emergency order, but Indigenous peoples need to be at the table for this agreement, whether it's for conservation, whether it's how we move forward with forestry in Quebec. Indigenous peoples have been ignored for too long, and they deserve a seat at the table. Mardi dernier a été un grand jour pour les artistes inuits à Montréal. Plusieurs se sont déplacés vers le Musée des Beaux-Arts de Montréal pour le dévoilement d'Umaktuk, Essence de la vie, une exposition montrant la richesse et la diversité de l'expression artistique inuite contemporaine. Voici un reportage que j'ai préparé. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal a été un pionnier dans la reconnaissance des artistes inuits dès les années 1950. Le musée possède une grande collection d'art inuit, y compris des peintures, des sculptures, des gravures, des textiles et des installations. À partir d'aujourd'hui, le 8 novembre, il présente sa collection d'une manière impressionnante et entièrement nouvelle dans un espace réaménagé. Et jadis, ces galeries étaient consacrées à l'art des cultures méditerranéennes, donc gréco-romaines, égyptiennes, qui étaient dans l'esprit où le musée a été fondé, mais de consacrer ces galeries maintenant à l'art inuit, un art vivant, un art d'une communauté qui vit sur ce territoire que nous habitons,
on dit autre chose et on comprend notre rôle autrement. Nous ne sommes pas que les dépositaires de cultures antiques et étrangères, nous sommes le lieu où des artistes vivants d'ici présentent leur travail. Doublant l'espace anciennement réservé à l'art inuit, dans des salles lumineuses et modernisées, le travail d'une 60aine d'artistes peut être admiré. L'artiste et curatrice invitée à Sinayak a dû porter écoute aux œuvres du musée afin d'imaginer comment présenter cette essence de la vie qu'est Umakotik. Qu'est-ce qui sont les liens qui tiennent toutes les œuvres ensemble? Et j'avais l'impression que vraiment le lien entre toutes les œuvres est tout simplement le fait que la vie est toujours en mouvement. Elle invite le public à réfléchir au courant et au rythme de vie, simple et fantastique, particulier au territoire circumpolaire. Pour tout le monde, ce que je veux, c'est d'avoir un moment pour connecter avec les œuvres. Chacune des œuvres dans l'expo a quelque chose vraiment incroyable à dire. Ils ont toutes tellement d'émotions, sinon d'informations, sinon d'intelligence. Et c'est vraiment, les œuvres sont ici pour avoir un moment de vraie vie avec chaque personne qui a le temps pour prendre avec les œuvres. L'exposition sera en constante évolution au cours des 5 prochaines années, permettant au public d'admirer une rotation d'environ 120 œuvres d'une 60aine d'artistes inuits. Parmi celles-ci figurent des pièces comme ce Kulik de l'artiste Cousin Van Hervelen, la 2e commande d'art autochtone du Musée des Beaux-Arts de Montréal cette année. Cette œuvre d'art est d'autant plus appropriée que le Kulik est un élément essentiel du foyer inuit. It's an immense honor for us. Stéphane Aquin était ému d'accueillir ces artistes dans leur nouveau chez-soi. C'est un très beau moment. Vous savez, nous sommes un peu la maison des artistes. C'était important pour eux, pour moi, en fait, de leur dire qu'ils étaient chez eux. C'est leur maison. Alors, de voir tous ces artistes ici aujourd'hui, c'est un grand moment pour nous. C'est un grand moment aussi pour les artistes et la communauté. Kim Sullivan, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Définitivement une exposition à voir. À la suite de cette courte pause, je me trouve chez Musique Nomade, un organisme à but non lucratif qui place l'épanouissement des musiciens autochtones au cœur de sa mission. Restez des nôtres. Re-bienvenue. Le succès de nos artistes autochtones a été mis en lumière le week-end dernier quand Élie Sapie a non seulement été invitée spéciale à En direct de l'univers, mais que son album a remporté 6 des 7 Félix, dont elle était nominée à la disque et elle a participé à la séance le spectacle d'ouverture de la disque. C'était quand même assez spécial. Est-ce qu'il y a espoir et chance qu'on voit plus d'artistes autochtones québécois rayonner ici, mais aussi à l'international? Pour répondre à cette question, nous avons Joëlle Robillard avec nous de l'organisme Musique Nomade. Bonjour. Bonjour. Ça fait tellement plaisir d'être ici parce que je sais que vous en faites beaucoup pour la musique autochtone et les artistes autochtones. Petite question, dans les années 60-70, il y avait quand même beaucoup d'artistes autochtones ou une bonne mêlée qu'on entendait assez régulièrement. Il y a eu aussi Cashing dans les années 90, mais ça l'a comme tombé dans l'oubli. Est-ce qu'il y a une raison derrière ça? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire différemment pour qu'on puisse entendre nos artistes autochtones un petit peu plus? Bien, chose certaine, c'est qu'on sait maintenant que les artistes autochtones, les cultures autochtones ont influencé nos arts en général, pas juste la musique, la mode et autres types d'art, donc très, très présents à la source de plusieurs industries culturelles. C'est sûr qu'au niveau de Cashtin, ici, qui rayonnait énormément à l'international, dans les radios commerciales, dans les années 80, il y a eu la crise d'Oka qui est venue vraiment atténuer, même, je dirais, éteindre cette envolée-là qu'il y avait. Ça n'a pas aidé. Puis je pense que quand les systèmes, les gouvernements en place ne reconnaissent pas des cultures ou des voix, bien, c'est sûr que ça a un impact sur l'ensemble de la société en dessous et des différents domaines dont les arts. Donc, effectivement, il y a eu ces années-là où on n'en entendait pas parler, où c'est comme si les artistes autochtones, même les cultures autochtones n'existaient pas dans notre société. Fait que je pense que collectivement, là, on a ce devoir-là de réparation puis de travailler à faire de la place pour faire rayonner ces voix-là. Puis c'est ça qu'on fait, puis on le voit de plus en plus dans les dernières années, là.
Ah oui, il y a tellement un bel essor en ce moment de la musique autochtone et de la culture autochtone en général. Vous faites partie de cette solution-là un peu. Je suis curieuse de savoir qu'on entende la musique autochtone sur nos radios commerciales. C'est encore très marginal. Est-ce que vous croyez qu'il y a du mouvement qui se passe à ce niveau-là? Écoute, on essaie, c'est très difficile. Pour changer des choses collectivement dans un système, ça prend la participation de plusieurs acteurs. Je ne peux pas dire aujourd'hui que les radios commerciales sont les principaux acteurs de ces changements-là. Fait que je pense pas qu'ils nourrissent, non, leur intérêt à faire découvrir au public des artistes, des musiques autochtones, mais même des artistes locaux, la diversité de voix. Donc, c'est un enjeu, c'est une problématique, l'absence de diffusion d'artistes autochtones sur les radios commerciales. Il y a des questions de langue, il y a des questions de quotas, mais je pense que, ultimement, c'est des questions aussi encore une fois, je pense que des problèmes systémiques là, qui avancent pas, puis il y a des blocages là. Fait que c'est sûr que ça fait en sorte que des artistes peuvent rayonner jusqu'à un certain niveau, mais qu'après ça, ils peuvent pas dépasser, en fait, ce qui est plus marginal, ce qui est plus émergent. Donc, oui, c'est un enjeu. La DIS s'est penchée sur la question. Il y a Mathieu Mackenzie, Florent Volant qui ont fait la demande des quotas à la CRTC. Donc, il y a tout ça qui est en mouvement. Et je pense qu'il y a plusieurs radiodiffuseurs qui nous supportent, que ce soit Radio-Canada, que ce soit Sirius, mais au niveau des radios commerciales en tant que tel au Québec, très difficile. Mais on s'entend que même si les gros players, comme on pourrait dire, les grands joueurs du système nous écouteraient, faut quand même avoir les outils pour se faire découvrir ou même les outils pour s'exprimer. Et c'est là que vous entrez en jeu, parce que vous rentrez dans les communautés, vous aidez comme un organisme à but non lucratif les gens à pouvoir découvrir leur voix. Oui. Puis écoute, il y a quelques années, on nous disait qu'il n'y avait pas suffisamment d'œuvres, il n'y avait pas suffisamment d'artistes, c'est pour ça qu'on ne les faisait pas jouer. Nous, on savait que c'était pas vrai. On fait des enregistrements depuis 2006 en communauté. Il y a une foule de talents, il y a une foule de voix à découvrir. Donc, on a continué d'aller dans les communautés autochtones avec nos studios d'enregistrement pour faire des productions originales, des productions de qualité, pour qu'on ait une diversité de genres, pour décloisonner aussi un peu l'étiquette qu'on se fait de la musique autochtone qui est très cadrée, un peu d'image traditionnelle et tout. Donc, on fait ce travail-là depuis 2006 quand même. Donc, vous pouvez imaginer le nombre d'artistes de musique qui sont disponibles à découvrir sur la plateforme Nigamowin, entre autres, qu'on a créé pour ça. Donc, ça, c'est plus une raison. Il y en a des talents, il y en a des musiques qui rayonnent. Il faut les écouter. Bien, vous avez mentionné votre plateforme. Dites-en juste quelques mots de plus. C'est une plateforme assez unique pour pouvoir découvrir nos artistes. Oui, plateforme gratuite, plateforme indépendante de streaming. Donc, vous voyez là comme un petit Spotify ou autre. Vous pouvez aller vous créer des playlists. On vous propose des playlists. C'est un répertoire de recherche aussi pour découvrir les artistes par genre musical, par nation, par toutes sortes d'éléments, en fait. Donc, il y a au-dessus de 300 artistes qui se retrouvent sur la plateforme de différentes nations, de différents genres musicaux. Donc, c'est parfait pour découvrir et partager. C'est absolument incroyable. Et aussi, on peut vous découvrir au micro ouvert autochtone ce week-end. Je voulais prendre l'opportunité de mentionner à nos auditeurs que ça se passe samedi et dimanche à Place des Arts. On peut découvrir toutes sortes d'aspects de la culture autochtone à Place des Arts. Vous allez avoir un booth. Oui, on va être là avec un kiosque, une équipe, puis on a Laura Nicoué qui fait le spectacle de clôture le samedi. Ah, ça va être excitant et la plupart des activités sont gratuites. Donc, essayez d'y aller. On espère vous y voir. Et sur ce, on conclut les nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Kim Sullivan. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Nakurmik.